Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour une émission spéciale. Nous vous invitons à plonger au cœur du secret de Lascaux 4. Vous le voyez, nous sommes sur le toit de ce nouvel écrin entièrement dédié à la chapelle Sixtine de l'art pariétal. On sait, Lascaux 2, Lascaux 3 présentent des reproductions partielles des gravures et des fresques à l'intérieur de la grotte. Mais ici, on parle de 9000 mètres carrés où tout cet univers se décline. Alors, avec la complicité d'Émilie Bersars, nous vous proposons une visite en avant-première. Une visite dans les pas de ces adolescents qui ont découvert ces fresques et gravures, comme si nous étions avec eux en ce matin de septembre 1940. Nous plongerons bien évidemment au cœur de la grotte, mais surtout restez avec nous car ce nouvel espace regorge de surprises, de nouvelles salles d'exposition, des projections 3D associant nouvelles technologies et art rupestre. Bref, du jamais vu à découvrir en avant-première. C'est une véritable plongée au cœur du secret de Lascaux 4 sur France 3. Et pour prendre la mesure de ce bâtiment niché au cœur de la colline de Lascaux, nous avons décidé de nous installer dans le hall de cet édifice dessiné par l'architecte danois Ketil Thorsen. Il s'est d'ailleurs appuyé sur l'expertise du cabinet qui a développé la mise en scène de la Cité du Vin à Bordeaux pour réaliser ce circuit de visite de Lascaux 4. Et tout commence de façon étonnante par le toit de cet édifice où vous trouvez, Émilie. Effectivement, la visite débute sur ce toit-terrasse en plein cœur de la vallée de l'Homme. Il faut savoir que Lascaux, la grotte originale, n'est qu'à quelques centaines de mètres d'où nous sommes. Alors les concepteurs des lieux nous invitent à emprunter ce chemin, celui des inventeurs, des découvreurs de la grotte. Et visuellement, c'est plutôt impressionnant car la forêt, la roche nous dominent, nous envahissent. On nous prépare en quelque sorte à rentrer dans les entrailles de la terre. Et puis nous sommes accompagnés par une ambiance sonore. Tendez l'oreille. Ce sont les 4 adolescents qui ont découvert le passage de la grotte de Lascaux en septembre 1940. Ils parlent patois et ils s'adressent à leur chien, le robot. La suite, on la connaît. Cette suite, effectivement, on la connaît. Mais ici, à Lascaux 4, on est littéralement aux côtés des 4 adolescents qui tombent par hasard sur cette chapelle Sixtine de l'art pariétal. Nathalie Pinard depuis Jolon. Un chien qui disparaît dans un trou plein de ronces, rien que de banal. Mais ce jour de septembre 1940 devait être le départ d'une des plus extraordinaires aventures. Et quelle aventure! Nous sommes le 12 septembre 1940, un jeudi, jour sans école, lorsque 4 adolescents pensant découvrir un souterrain menant au château de Lascaux entrent pour la première fois dans une cavité au décor fabuleux. Dans les lueurs de leurs lampes, se profilent des peintures surgissant du fond des âges. C'est en fait du hasard, plutôt qu'autre chose. D'autant plus que ce trou était connu et il s'agissait d'avoir le courage de descendre et c'est tout. Marcel Ravida, le jeune propriétaire du chien robot, et ses 3 camarades ignorent qu'ils viennent de découvrir la chapelle Sixtine de la préhistoire, selon l'expression célèbre d'Henri Breuil, le premier spécialiste à explorer la grotte, qui rapidement attise les curiosités et attire la foule, mais trop de monde, trop de chaleur, Lascaux est fermé en 1963. Une solution radicale pour protéger ce trésor de l'humanité. Ces adolescents, ils sont tombés sur un véritable trésor. Plus de 2000 fresques et gravures dans un état de conservation exceptionnel. Comme si les occupants de la grotte venaient tout juste de quitter les lieux. On imagine leurs sensations, leurs frissons. Eh bien, ces sensations, ces frissons, on les retrouve au cœur du facsimilé où vous vous trouvez, Émilie. Nous voici donc dans le fameux facsimilé. Alors on est dans la pénombre ici puisque les lieux sont seulement éclairés par ces torches à la lumière vacillante. Et bien tout de suite la magie opère puisque sous mes yeux,
la salle des taureaux, le grand auroch, cette cohorte d'animaux sauvages pensés et dessinés par ces hommes préhistoriques. C'est émouvant, émouvant aussi cet éboulement, ce passage reproduit fidèlement. C'est par là que sont passés les 4 adolescents. On imagine le choc qu'ils ont pu avoir quand ils ont découvert ces peintures. Dernier détail, et non des moindres, il fait frais, même très frais dans cette grotte. La température de la grotte originale a été reproduite fidèlement ici et ça contribue à la magie, à l'immersion totale. Alors voilà pour cette première partie de facsimilé. Je vous propose d'aller désormais dans le diverticule droit, une partie inédite, jamais montrée au public. Émotion palpable au cœur du facsimilé de Lascaux 4, émotion palpable également ici dans cette salle de médiation. Je suis avec Muriel Mauriac, vous êtes la conservatrice de Lascaux, l'original, sans le chiffre derrière. Cette salle de médiation, elle permet de découvrir plus en détail, plus dans le secret de la grotte de Lascaux. On voit des parties qui sont normalement difficiles d'accès, en tout cas c'est le cas ici. Vous, la spécialiste, vous la connaissez parfaitement cette grotte, ça fonctionne ? Ça fonctionne très très bien. Alors le choix qui a été fait effectivement est de présenter plus bas que dans la grotte originale les panneaux pour permettre aux visiteurs de regarder non seulement la technique utilisée par les peintres, mais aussi toute la qualité plastique dont ont fait preuve les ateliers de facsimilé dans la restitution de ces panneaux tout à fait remarquables, y compris dans les moindres détails jusque les grains de calcite et la restitution des parois absolument exceptionnelle. Vous arrivez à voir la différence ou pas ? On arrive à voir la différence puisque la grotte est dans un environnement vivant, un karst, avec une humidité qui varie selon les saisons, selon les arrivées d'eau ou non dans la grotte. Mais plastiquement, les ateliers ont fait preuve d'une prouesse technique tout à fait remarquable. Parce qu'on voit là, ils ont utilisé les mêmes techniques, ils ont utilisé les mêmes pigments, les mêmes méthodes de mise en œuvre. Et c'est vrai que le résultat est époustouflant. Et pour les non-initiés, on se laisse évidemment emmener dans le voyage à travers Lascaux. Alors, il y a quelque chose... Certes, il y a les reproductions d'animaux. On a vu la seule reproduction de l'être humain, elle est dans une autre grotte qui est mise en avant dans cette salle de médiation. Il y a une forme géométrique, c'est étonnant. Pour vous, la spécialiste, ou pas trop ? Alors, c'est évidemment surprenant, mais on ne peut donner aucune interprétation à ces signes géométriques qu'on le retrouve dans différents endroits de la grotte. Est-ce qu'il s'agit d'une ponctuation, d'une forme d'écriture, d'une signification particulière qui aujourd'hui nous échappe, un cheminement initiatique à travers la grotte? Toutes les hypothèses sont évidemment possibles, mais on ne peut rester qu'au stade de l'hypothèse. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce Lascaux 4, c'est qu'on prend le temps de regarder tous ces détails. Alors je découvre en même temps que vous cette partie inédite de la grotte, ce diverticule droit jamais donc exposé au public. L'occasion pour moi de retrouver Jean-Pierre Chadel, membre de ce comité d'experts et archéologue. Bonjour Monsieur Chadel. Bonjour Madame. En quoi est-elle remarquable cette partie de la grotte ? Cette partie de la grotte, elle est remarquable parce que les parois sont dépourvues de calcite et ce qui a permis aux hommes de la préhistoire de graver et de regraver les peintures. On voit ici que les peintures sont soigneusement détourées par de la gravure, comme si vous voulez les inscrire un petit peu plus profondément dans le calcaire. Alors Lascaux, ce sont des peintures, des gravures, mais aussi ce sont des signes. C'est peut-être aussi la partie, pour ma part, la plus émouvante, puisqu'on sent la main de l'homme. Il a voulu nous dire quelque chose. On ne sait pas quoi exactement. Voilà, on ne comprend pas. Hein. On voit tous ces signes ici sur ce cheval rouge et noir. On a 7 flèches qui sont gravées soigneusement par-dessus la peinture. Sur le bison qui est à côté, on a également 7 traits comme ça, 7 flèches peut-être, qui viennent recouper la peinture. Et on ne sait toujours pas ce qu'il a voulu nous dire. Et bien sûr, on ne sait pas ce que ça veut dire, ces signes. On n'a pas la pierre de Rosette qui nous permettrait de les comprendre. Et ce sont des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui sont complètement différentes de nos modes de vie et pour lesquels on n'a pas les outils pour comprendre ce qu'ils ont voulu mettre sur ces parois. Ça reste le mystère de Lascaux. Par contre, ce qui est incroyable dans cette grotte, on va se retourner vers cette vache noire, c'est la fraîcheur de cette peinture, cette conservation exceptionnelle. Comment se fait-il que ce noir, par exemple, ou ces ocres, se soient aussi bien conservés ? Ça s'est bien conservé parce que ce sont des pigments naturels, ce sont des pigments minéraux qui sont très stables. Ils se sont fabriqués dans les sols
il y a plusieurs millions d'années qui sont dans cet état-là. Et donc, quand ils les ont appliqués sur les parois, ils étaient déjà stables. Ce sont des choses qui sont à peu près inaltérables. Et quand un petit voile de calcite permet de conserver le pigment sur la paroi, voilà, ça adhère bien sur le mur, sur la voûte, et ces pigments sont restés jusqu'à nous aussi frais que quand ils ont été déposés. Les noirs, c'est le manganèse, le jaune et le rouge, c'est les oxydes de fer qui donnent ces colorations, et ce sont des choses très stables. Merci en tout cas pour ces explications. On comprend bien que lorsqu'on visite Lascaux, eh bien, il est nécessaire de regarder un peu partout pour en saisir tous les détails. Alors l'émotion, elle est palpable au cœur du facsimilé de Lascaux 4. Elle est également très palpable ici, dans cette salle de médiation. On voit des détails de la grotte originelle, dont vous êtes la conservatrice, Muriel Mauriac. On a envie de savoir, elle est dans quel état, cette grotte de Lascaux? On a été très inquiets il y a quelques années. Oui, on a été très inquiets à juste titre, puisque la grotte de Lascaux a connu une crise microbiologique, une deuxième crise microbiologique au milieu des années 2000 importante. Aujourd'hui, la grotte va mieux, elle est convalescente, elle est dans une situation de relative stabilité, ce qui nous permet de mettre en place des programmes de recherche scientifique dédiés à ces problématiques particulières, sous l'égide du conseil scientifique présidé par le professeur Coppens. Ça veut dire que vous n'avez pas encore la solution pour endiguer le phénomène des champignons? On n'a pas la solution, mais on a compris beaucoup de choses. On a compris qu'on était dans un écosystème très fragile, très réactif, et que le microclimat influait beaucoup sur les micro-organismes en place. Ça veut dire que là, pour l'heure, vous l'avez ralenti, ce phénomène, vous l'avez endigué, mais pas totalement éradiqué. Il est relativement stabilisé, en espérant petit à petit qu'il ne régresse, sachant que de toute façon, la grotte est un milieu vivant, rempli de micro-organismes. Alors, pendant que vous me parlez, je vois derrière vous ces reproductions, ces animations. C'est phénoménal. Le souci du détail, le souci de la reproduction, on voit en fin de compte que ces hommes préhistoriques ont reproduit des dessins à différentes périodes. Pour dire quoi? Ils nous racontent certainement une histoire de choses qui les habitaient, qui les entouraient au quotidien. L'animal était particulièrement présent dans le quotidien de l'artiste de Lascaux. Ce qui est particulièrement intéressant sur ce panneau, c'est qu'on a une concentration de ce que l'on trouve à Lascaux, à savoir un très grand nombre de chevaux, puisque c'est le bestiaire, l'animal le plus représenté dans la grotte, avec près de 60% des animaux peints ou gravés à Lascaux. Et puis cette grande figure de vache noire, qui elle aussi est caractéristique de ce que l'on a à Lascaux, puisque ce ne sont pas les animaux les plus représentés, mais les plus importants en termes de dimension. Donc on a ici quelque chose qui rassemble bien, qui résume un petit peu ce que l'on trouve dans différents secteurs de la grotte. Et très fidèlement. Et très fidèle, avec ces petits chevaux qui ressemblent évidemment à leurs descendants, les chevaux de Przewalski, que l'on peut voir encore aujourd'hui gambader. Oui, car la fidélité justement de ces reproductions, c'est un véritable savoir-faire local. Il y a eu Lascaux 2, Lascaux 3 et donc Lascaux 4. C'est une marque. C'est presque une saga, Sébastien Bouvy. Ce jour de septembre, Simon Coincas, l'un des 4 inventeurs de Lascaux, encore en vie, découvre le nouveau facsimilé. La grotte ornée y est reconstituée dans sa quasi-totalité, seulement la moitié est représentée dans le Lascaux 2. Le premier facsimilé, on le doit à Monique Pétral. C'est elle la faussaire de Lascaux 2. 10 ans de travail. Voici Monique Pétral terminant la licorne. Elle souffle de l'argile brûlée dans un os creux pour obtenir le velouté, comme l'on faisait il y a 17 000 ans dans les entrailles de la colline sacrée. Aujourd'hui, elle revient voir son œuvre. Quand je descends ici, ça me prend à la gorge. J'ai mis tellement de moi quand je l'ai fait. J'ai l'émotion, et parce que finalement, j'ai l'impression d'être dans Lascaux aussi. Lascaux 2, depuis son ouverture en 1983, accueille près de 250 000 visiteurs par an. En 2008, le département de la Dordogne a une idée, exporter la marque Lascaux. Voilà la grotte en kit qui voyage aux 4 coins du monde, comme ici à Bruxelles. Lascaux 3 est né. Le fait de pouvoir voir les gravures superposées, de pouvoir découvrir un autre aspect de la gravure qu'on ne voit pas au premier abord, c'est quelque chose qui est assez unique. Lascaux 3, une exposition itinérante qui joue le rôle d'ambassadrice mondiale pour le projet Lascaux 4, 66 millions d'euros, sortis de terre en 2 ans seulement.
Cette visite en exclusivité pour France 3 de Lascaux 4 se poursuit. Nous sommes dans la salle de médiation où sont mis en exergue certains des aspects méconnus de la grotte. C'est le cas de cette cavité qui est difficile d'accès puisqu'elle se trouve sous Lascaux. Je suis avec Francis Regenbach. Vous êtes le plasticien en charge de ces reproductions. Je parlais de secret. C'est notamment le cas. C'est la seule reproduction d'un être humain dans Lascaux 4. C'est une véritable émotion. Véritable émotion, on est vraiment en présence d'une scène très particulière, scène du puits avec deux représentations animales qui sont reproduites de façon figurative et donc la seule représentation humaine qui est stylisée. Vous êtes le chef d'une vingtaine de plasticiens qui ont travaillé sur ces reproductions. Comment on fait? Allez, je ne veux pas vous trahir un secret, mais on a tous fait des photos parce qu'on a l'impression de voir le travail d'il y a 17 000 ans. Comment avez-vous fait? Déjà, tout simplement, je dirais qu'on a simplement reproduit à l'identique, puisque l'émotion, quand on est dans la grotte, on ressent bien sûr le travail très particulier des peintres de la préhistoire, mais aussi le support. Et donc, nous sommes vraiment spécialisés à reproduire à l'identique et donc de transmettre l'émotion également. Transmettre l'émotion, ça veut dire qu'on travaille sur les mêmes techniques, on les imite, on les invente? On les invente, on compose. D'abord, il faut comprendre la technique qui a permis de réaliser, bien sûr, ces figures. Et ensuite, on adapte toutes les techniques contemporaines existantes pour reproduire. Donc, on ne reproduit pas le geste de la préhistoire, mais on se sert de matériel, que ce soit des pinceaux, des brosses à dents, les doigts et autres. Vraiment des outils qui sont vraiment adaptés. Et c'est tout un art et ça fonctionne à merveille, je vous l'assure. Et ce qui est assez étonnant ici à Lascaux 4, c'est qu'il y a donc cette émotion de l'art pariétal qui rencontre les toutes dernières technologies au cours de la visite, comme le montre cette déambulation d'Émilie au cœur de Lascaux 4. C'est tout simplement stupéfiant. Qu'en pensez-vous, mon cher Villanova? Messieurs, j'ose affirmer devant vous que ces peintures pourraient être contemporaines des ossements et des silex taillés trouvés dans le sol de la grotte d'Altamira. Ces peintures sont bien trop belles pour être honnêtes. Que voulez-vous dire? Je sais bien que certains sont prêts à tout pour ridiculiser les théories de l'évolution que nous défendons. Cette visite en avant-première et en exclusivité pour France 3, elle se poursuit au cœur de Lascaux 4 avec André Barbet, le directeur d'exploitation et le directeur de la Sémitour qui gère cet espace. Une question toute simple, vous aviez Lascaux 2, pourquoi et qu'est-ce qui a décidé le département à engager 66 millions d'euros, alors pas tout seul, dans ce projet féerique? Mais je crois qu'il fallait préserver la colline tout simplement, préserver cette trace de l'humanité qu'est Lascaux, avec une attente énorme, savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir présenter après. C'est chose faite aujourd'hui. Il faut reconnaître que tout ce qui va être présenté va nous magnifier la grotte. Voilà, c'est notamment cet espace de médiation où les nouvelles technologies rencontrent l'art pariétal. Et ça match, ça se rencontre parfaitement, ça s'imbrique parfaitement. On est acteur de la visite. Oui, mais vous savez, quand on pense à un projet, on pense aux familles qui vont visiter. On a connu les frustrations d'avant, et là, on va permettre aux enfants de venir découvrir l'art pariétal. L'art, comment on a construit toutes ces parois. Et je crois que les enfants, c'est une clientèle extraordinaire pour nous. C'est eux les passages de témoins pour demain. C'est eux qui doivent aller à la rencontre de cet art pariétal. Alors, il y a une question qui me brûle les lèvres quand même. Qu'est-ce que vous allez faire de Lascaux 2? Il y avait 250 000 personnes qui y allaient chaque année. Vous allez en faire quoi? Alors pour Lascaux 2, vous savez, on peut pas fermer un monument historique comme Lascaux 2. C'est lui qui a initié la notion de copie dans le monde. Mais Lascaux 2 va devenir un centre de visite très spécifique avec des thématiques à aborder, comme la peinture pour les enfants, par exemple, se mettre dans Lascaux 2 et puis s'amuser à dessiner comme les artistes de Cro-Magnon ont peint il y a quelques 16 000 ans. Comme les artistes de Cro-Magnon. Et puis jouer ici dans ces salles-là, ça va être féerique parce qu'on vraiment on peut faire rencontrer le numérique et l'art pariétal. C'était une gageure de pouvoir dire Lascaux, ce n'est pas simplement de la peinture, c'est aussi des milliers de gravures. Il fallait simplement les découvrir avec des techniques. Les techniques sont mises en place aujourd'hui et les enfants vont voir que tailler au silex, c'est quelque chose, graver au silex, c'est quelque chose de fabuleux.
C'est quelque chose de fabuleux dont on prend toute la mesure au cœur de ces différentes salles qui accompagnent l'ensemble de Lascaux 4. Et je vous propose de suivre et d'accompagner Émilie qui vient de pénétrer dans l'une de ces salles. En ce début du XXe siècle, les grottes ornées sont à la mode. L'art préhistorique est désormais reconnu par l'ensemble de la communauté scientifique. Et cela ouvre la voie à de nouvelles recherches et à des interprétations parfois audacieuses. Notre ancêtre est volontiers décrit comme une sorte d'artiste occupé à décorer les cavernes comme des cathédrales. Les préhistoriens lui prêtent aussi des pensées qui ressemblent fort à celles d'un bourgeois. Alors on s'est installé plus confortablement pour suivre les pérégrinations d'Émilie au cœur de Lascaux 4, André Barbet, au cœur de salles avec des hologrammes, avec de la 3D, avec la complicité d'entreprises locales qui dépoussièrent, on va dire, l'art pariétal. C'était intéressant de travailler d'abord avec un très grand scénographe, le cabinet des Cassonman. Qui a travaillé sur la Cité du Vin, notamment à Bordeaux. Exactement, quoi. Et d'essayer d'avoir des idées un petit peu nouvelles et qui dépoussièrent un peu la manière de présenter l'art pariétal. Il fallait simplement rappeler l'histoire de cette science. Et les 3 théâtres de la préhistoire vont servir à ça, avec une première salle en 3D et en hologramme pour l'histoire de la controverse d'Altamira, sur la grotte d'Altamira. Non, ce ne sont pas des hommes préhistoriques qui ont peint cela. Et puis après la deuxième salle avec les grottes de Dordogne, comment on a travaillé sur ces grottes, comment les premiers préhistoriens qui sont venus ont mis des calques pour relever toutes les gravures, enfin une belle histoire. Et puis la troisième salle, tous les métiers qui se sont créés autour de cette science. Et c'est intéressant de voir comment on préserve une grotte aujourd'hui pour essayer de ne pas refaire les erreurs qu'on a pu faire dans le temps. Et on en a parlé au cours de cette émission. Et puis il y a une salle qui est assez étonnante, où il y a la rencontre de l'art pariétal et de l'art contemporain. C'est la salle où vous vous trouvez, Émilie. Tout à fait, Serge. L'art contemporain, effectivement, c'est plutôt, je trouve personnellement, la bonne idée de ce musée, puisque ça nous ouvre sur le monde d'aujourd'hui. Lorsqu'on sort de ce facsimilé, quand on découvre bien la modernité de ces traits, on ne peut que penser que les artistes d'aujourd'hui se soient inspirés de cet esthétisme si particulier. Et il est vrai que Yves Klein, Soulages, Picasso ont tous revendiqué ces inspirations autour de ces peintures rupestres. Et donc, eh bien, cette grotte numérique que je découvre avec vous, elle assure donc ce parallèle entre l'art contemporain et l'art rupestre. C'est la bonne idée. Et puis d'ailleurs, il y a des écrans qui nous invitent aussi bien, à sélectionner les petites vidéos, ou plutôt les petits tableaux qui peuvent nous inspirer, qui évoquent pour nous cet art rupestre. Et on peut donc sélectionner et repartir avec cette galerie de souvenirs. Émilie, avec André Barbet, en train de vous voir nous présenter cette salle. À l'issue de la visite, ça fonctionne ? Ça fonctionne effectivement, c'est plutôt intéressant et je trouve, comme je vous le disais, que nous permettre de s'ouvrir sur le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment une excellente idée puisque on se rend compte que Lascaux, c'est le patrimoine de l'humanité, mais ça a aussi inspiré beaucoup d'artistes et c'est plutôt bien fait dans ce sens. Quels sont ces artistes présents ici et qui ont été influencés par cet art pariétal ? Ils sont très nombreux aujourd'hui. On peut parler de Picasso, on peut parler de Tapiès, Miro, sur les signes notamment, quoi. J'oublie pas Pierre Soulages quand même, qui aujourd'hui, avec son œuvre, aurait sûrement aimé visiter la grotte de Lascaux. Il en parle beaucoup, pour lui, c'est très représentatif de son art. Mais je crois qu'avec ces 90 écrans numériques, il va y avoir un partage d'émotions entre les parents et les enfants, quoi. Et l'apprentissage de pourquoi le taureau de Lascaux et pourquoi le taureau de Picasso, le lien, il est tout fait, quoi. Et après, il ne restera plus qu'à découvrir des taureaux dans les prairies à côté de Lascaux pour comprendre que ça a été fait avec du réel. André Barbet, on va dire qu'Émilie, qui jouait la Béotienne, la première visiteuse, elle est sous le charme. Vous croisez les doigts, jeudi prochain, il faut que ça passe comme ça, il faut que ça se passe comme ça. Bah écoutez, oui, pour tout le public surtout, parce que Lascaux, c'est peut-être le début de l'histoire de l'art. Et partager cette émotion entre l'art contemporain et l'art pariétal, c'est vraiment quelque chose à préserver et puis à diffuser au plus grand nombre. André Barbet, merci beaucoup d'avoir permis aux téléspectateurs de France 3 de visiter Lascaux 4 en avant-première. Dans un instant, j'ai bien envie d'aller rejoindre cette salle avec Émilie pour découvrir justement cette rencontre entre l'art pariétal et l'art contemporain. Toute dernière précision, cette émission, elle est à voir, à revoir sur notre site internet et nos applications mobiles. On le rappelle, l'inauguration officielle et l'ouverture au public, c'est jeudi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur France 3.